les calcaires construits ou barnstone. Donc ici, bien sûr, vous voyez une barrière de corail vivante. On est en Australie, c'est la grande barrière de corail. Donc maintenant, il faut qu'on voit à quoi cela va ressembler lorsque c'est fossile. Donc voici la falaise qui est un récif fossile à Vermenton dans la vallée de l'Yonne. Donc évidemment, c'est pas tout à fait aussi sexy à regarder, mais vous reconnaissez ici bien sûr des stratifications. Et puis quand on monte plus haut, on a des formes un petit peu particulières, arrondies, qui ressortent de la falaise. En fait, un ancien récif corallien, ça ne fait jamais une falaise lisse. On a comme ça des structures un peu particulières qui sortent. Et on se dit, tiens, c'est bizarre, ça ressemble pas à une falaise telle qu'on la connaît. Alors, voilà. Pour les stromatolites, qui sont aussi des barnstones, donc là, nous sommes à Jussat, près de Chanona, dans le Massif central. Donc, c'est une falaise qui fait ici environ 3 mètres de haut. Et on a des sphères comme ça qui dépassent et qui correspondent à des stromatolites fossiles. C'est un très bel affleurement qu'on peut observer assez facilement. Il suffit de grimper un petit peu pour y aller. Alors, voilà des stromatolites vivants en France. On est dans un ruisseau près de Saint-Pierre-Livron, dans le Tarn-et-Garonne. Et donc, vous avez le ruisseau là en bas qui coule. Et au-dessus, vous reconnaissez donc ces masses un petit peu particulières, hein, ces boules un peu en forme de chou-fleur, qui sont des stromatolites. Et donc, ce que ça nous montre, c'est que des stromatolites vivants, eh bien, il n'y en a pas que en Australie. On en a aussi chez nous, que ça peut vivre aussi bien dans l'eau de mer finalement que dans des milieux lacustres. Alors maintenant regardons à l'échelle de l'échantillon. Donc pour Folk, on va classer ces échantillons dans les biolites ou calcaires construits avec des échantillons qui ont une dureté moyenne, qui ne vont pas rayer le verre, mais qui par contre vont faire effervescence à l'acide chlorhydrique dilué. On va reconnaître ces échantillons par les fossiles. Donc, bien sûr, il faut être spécialiste pour les reconnaître facilement, mais en tout cas, même pour le débutant, ce sont des fossiles qui sont particuliers, donc des formes arrondies avec un peu des formes labyrinthiques à l'intérieur, quelque chose de plus branchu, en éventail, en forme un petit peu arbusculaire. Donc, on va reconnaître en fait ici, d'une part, les fossiles des coraux, donc des polypiers, des madréporaires, mais aussi les fossiles de très nombreuses espèces qui vivent près des récifs coralliens. Donc on va trouver des coquilles d'un certain nombre de bivalves, on va trouver des dents de requin par exemple. Pour les stromatolites, on va observer donc des structures qui sont mamelonnées à la surface, donc en boule, et puis quand on a une coupe comme ici, ça c'est un stromatolite fossile de la carrière de Gandaïa dans le Puy-de-Dôme, tout à fait accessible près de Clermont-Ferrand au niveau de l'autoroute. Vous pouvez y aller, c'est un magnifique affleurement, il y a beaucoup de choses à voir, je vous le conseille. Eh bien on voit des lamines claires et foncées là qui se succèdent et un petit peu cette forme comme ça lobée à chaque fois. Donc c'est vraiment typique des stromatolites. Un stromatolite, ce n'est jamais énorme, hein, ça fait de l'ordre du mètre, 2 mètres de circonférence, enfin de diamètre plutôt, je devrais dire, environ. Voilà un stromatolite, cette fois-ci en coupe, qu'on a poli pour que vous voyez très très bien donc les successions de lamines très fines, claires et foncées. Tout simplement parce que les lamines plus claires sont riches en calcaire et les lamines plus foncées sont plutôt riches en matière organique. Alors, voilà la comparaison maintenant d'un affleurement avec la surface de stromatolites fossiles. Donc ça fait des petites bosses comme ça, en chou-fleur, qu'il faut comparer avec ces stromatolites bien vivants, donc en Australie. Donc c'est cette partie-là que l'on voit sur la photo où on a les stromatolites fossiles. Donc les stromatolites ici en Australie font de l'ordre de 1 mètre de haut. Ils ont les pieds dans l'eau au niveau donc de l'océan et ils croient vers le haut. Donc la partie vivante c'est celle qui est ici. Donc selon le niveau de la marée, ils sont soit sous l'eau alternativement, soit en dehors de l'eau comme ici pour la photo. Donc je vous rappelle comment se forme un stromatolite. Donc la partie vivante est la partie la plus superficielle où on a un tapis, un biofilm on dirait aujourd'hui, de bactéries qui sont en fait des cyanobactéries. Ce sont des êtres vivants qui réalisent la photosynthèse. Donc on a ce biofilm bactérien qui va réaliser la photosynthèse au cours de la journée. Donc on a cette réaction chimique Ca2 plus 2 HCO3- qui donne CaCO3 plus H2O plus CO2. En réalisant la photosynthèse, les bactéries vont consommer le CO2, donc elles vont tirer la réaction vers CaCO3
plus H2O plus CO2, et donc ça va provoquer la précipitation de petites particules de CaCO3, c'est-à-dire de calcaire, de carbonate de calcium. Donc ces particules, au cours de la journée, s'accumulent, elles précipitent et elles envahissent finalement le réseau, le biofilm de cyanobactéries. Et du coup, les cyanobactéries qui sont tout en bas de ce biofilm, elles se retrouvent un petit peu sous ces particules, donc elles vont plus accéder facilement à la lumière, elles vont mourir. Et les cyanobactéries qui sont plus à la surface du biofilm, elles vont pouvoir le jour suivant à nouveau faire la photosynthèse. Et donc on a un sandwich qui se construit comme ça petit à petit, avec donc les cyanobactéries, une partie riche en particules de calcaire, des cyanobactéries et ainsi de suite. C'est pour ça qu'on a cette alternance de l'amine foncé, clair, foncé. Alors, sur une carte géologique sur l'île de la Réunion, par exemple, ou on pourrait aussi utiliser une carte des Antilles, mais j'avais sous la main une carte de la Réunion, vous avez ici donc un symbole qui nous indique un récif corallien qui est fossile, puisque vous voyez, il a 250 000 ans et aujourd'hui, il est exploité pour la fabrication de la chaux. On va observer où il est sur la carte. Donc, on est près de Saint-Pierre de la Réunion et vous avez donc à une distance assez faible finalement du bord du littoral actuel, vous avez cette barrière de corail qui est fossile. D'accord? Et donc c'est précieux pour le géologue puisque une barrière de corail, ça se développe dans des conditions de vie très strictes. Il faut une température de l'eau élevée, un milieu calme, peu profond. Il faut que l'eau soit très limpide pour que ce soit propice à la photosynthèse. Et donc ça nous donne une bonne idée donc des conditions dans lesquelles on était à ce moment-là. Alors pourquoi est-ce qu'il faut que ce soit propice à la photosynthèse? Eh bien parce que une barrière de corail, c'est un mélange d'êtres vivants animaux, des madréporaires, qui vivent en symbiose avec des algues qui réalisent la photosynthèse. Ces algues, ce sont des zooxanthelles, et donc elles doivent pouvoir réaliser la photosynthèse. Alors, voici quelques échantillons de cette barrière de corail fossile de la Réunion, donc un échantillon plutôt branchu. Ici, quelque chose qui est assez plat, avec comme des rayons cloisonnés qui se rejoignent. Et ceci, quand on a la chance de le trouver complètement dégagé comme là, on se rend compte que ça a une forme un petit peu de chapeau de champignon finalement. C'est assez plat et donc on a l'impression qu'on voit les lamelles du champignon par en dessous. Eh bien, ce sont des madréporaires. Alors, je ne résiste pas à l'idée de vous les montrer vivants aussi pour pouvoir les comparer. Donc, vous voyez, cette structure-là, ce madréporaire-là, plutôt branchu, c'est ce qui ressemble à mon fossile qui est présent là, les couleurs en moins, bien sûr. Voilà ma forme de champignon, donc c'est un madréporaire ici, et le voilà une espèce de madréporaire vivante avec ses très très belles couleurs. Donc prise sur la barrière de corail australienne. Et ça, c'est une autre sorte de madréporaire. Donc, vous voyez comme des petites fleurs cloisonnées. Et ça peut correspondre donc à des espèces comme celle-ci, orange, ou celle-ci, qui prennent donc des teintes même phosphorescentes dans certaines conditions de lumière. Voilà. Donc, où est-ce qu'on observe des barrières de corail donc fossiles? Eh bien, en France, actuellement, elles datent essentiellement du Jurassique et elles sont en Bourgogne, avec la vallée de l'Yonne que je vous ai montré, ou dans le Jura. Et puis, on en a aussi qui datent du Crétacé et qui constituent ce qu'on appelle les calcaires urgoniens en Provence ou dans les massifs subalpins. Pour les calcaires astromatolites, donc, eh bien, je vous rappelle qu'ils sont apparus il y a environ 3,5 milliards d'années et qu'ils ont permis donc l'accumulation du dioxygène tout d'abord dans l'eau puis dans l'air, c'est-à-dire les formes de vie qui nécessitent la respiration actuelle. Donc on peut exploiter donc ces calcaires, on a vu pour la chaux par exemple sur la Réunion, mais aussi pour des pierres de construction puisque ça va nous donner donc des roches riches en fossiles, donc ça peut être assez joli. Et lorsque ces calcaires subissent du métamorphisme, eh bien ça donnera des marbres qui aussi vont contenir ces fossiles et donc sont utilisés pour de la construction avec un esprit de décoration, si vous voulez. Si, comme dans la vallée de l'Yonne, on se retrouve donc avec ce récif corallien qui est émergé en surface, l'eau de pluie peut bien sûr remettre en solution, si elle est acide et froide en particulier, le calcium et HCO3-, donc ça va nous donner une eau à nouveau chargée dans ces éléments chimiques, qui peut être à l'origine à nouveau d'une précipitation et donc former de nouvelles roches carbonatées.
je vous fais un petit coucou et j'espère que vous avez apprécié cette balade sous-marine.